C'est une histoire douce et amère. Un grain de sucre, une tasse de café, une gourmandise. Il fut un temps où le sucre était rare et précieux, et les hommes capables de tout pour cette friandise. L'histoire d'une gourmandise a bouleversé le sort de millions d'êtres humains et a scellé à jamais le destin de terres lointaines. L'aventure de la France outre-mer était à ce prix. Elle commence à une époque où l'on rêvait encore d'épices, d'or et de sucre. Octobre 1492. La Terre est en vue. Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde. Il croit trouver les Indes. En fait, il débarque aux Antilles. Ceux qu'il baptise les Indiens lui offrent du coton et des perroquets. En cette journée d'octobre sous les tropiques, commence la longue histoire de la France outre-mer. En fait, il faut remonter pratiquement à la fin du XVe siècle, lorsque les pionniers portugais et espagnols se lancent en fait dans l'expansion outre-mer. Et ces deux pays vont se partager le monde lors du premier partage du monde au traité de Tordesillas en 1494. Et les Portugais, en fait, contrôlent l'ensemble de l'océan Indien, donc à partir du cap de Bonne-Espérance. Voici la fameuse carte de ce partage du monde. C'est le pape Alexandre VI Borgia qui a tracé une ligne de partage de l'outre-mer entre Isabelle, reine d'Espagne, et Jean, roi du Portugal. À droite de cette ligne, c'est-à-dire en Afrique et dans l'océan Indien, les Portugais font ce qu'ils veulent. À gauche, ce sont les territoires découverts par Christophe Colomb. Ça appartient donc aux Espagnols. Les autres, les Français, les Hollandais, les Anglais, ne sont pas invités à participer au festin. Il ne leur reste que quelques miettes et cela va durer au moins un siècle. Jusqu'à ce que les Anglais décident de s'attaquer aux superpuissances, non pas avec des canons, mais avec une arme nouvelle, la Compagnie de commerce. En 1600, la couronne d'Angleterre va créer l'East India Company. Donc ce sera la première compagnie européenne à monopole de commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance, qui sera confiée à cette compagnie. Très vite, en 1602, les Hollandais suivent le mouvement. Donc c'est la Verenigd Oost-Indische Compagnie qui est créée. Et là aussi, c'est une association de marchands qui reçoit un monopole de commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance. Les compagnies de commerce, voilà l'outil idéal pour poser les jalons d'un futur empire. Dans ce domaine, la France est en retard. Mais l'ambition d'un homme va changer la donne. En 1620, le cardinal Richelieu décide qu'il est temps de donner au roi Louis XIII sa compagnie de commerce. Le grand initiateur est bien entendu Richelieu. Lorsqu'il devient surintendant du commerce, en 1626, là il s'empare d'une affaire importante dont il mesure immédiatement toutes les retombées, tout l'intérêt, toute l'importance. Il va réussir à devenir gouverneur de places et d'espaces qui sont des espaces maritimes, comme Le Havre, comme Brouage. Le mot-clé, c'est la puissance. C'est le rayonnement. Et n'importe comment, tout le monde fait la même chose en même temps. La périlleuse aventure des océans est alors une affaire de corsaires et de pillards apatrides. Le 15 septembre 1635, le flibustier Pierre Belin d'Henenbuc débarque à Saint-Pierre en Martinique pour le compte de la Couronne de France et de la Compagnie des îles d'Amérique. Les Français marchent enfin dans les pas de Christophe Colomb. En Martinique, il n'y a ni or, ni épices et encore moins de sucre. Pourtant, les colons entendent bien tirer profit de l'île. Ils plantent du tabac et du café, s'emparent lentement des terres des Indiens Caraïbes, les premiers occupants de l'île. Tout se passe relativement bien jusqu'au jour où les Français décident de soumettre les Amérindiens au travail. Ces Amérindiens étaient des gens qui étaient rebelles au travail de la terre parce qu'ils étaient tout simplement tournés vers la mer.
C'était d'excellents navigateurs, c'était de très bons pêcheurs, c'était des plongeurs remarquables, c'était des gens qui consommaient d'ailleurs beaucoup les fruits de mer, le poisson, c'était des gens qui se soignaient par les produits de la mer, c'était pas des gens du tout tournés vers l'agriculture. Puisque le Caraïbe refuse le travail du colon, on va d'abord le repousser dans des réserves. La Martinique est coupée en deux. À l'est, le territoire des sauvages, à l'ouest, celui des Français. L'histoire des premières colonies s'écrit d'abord avec des Blancs. Et contrairement à bien des idées reçues, ce n'étaient pas tous des nantis. Quelques-uns, une minorité, étaient des gens aisés, bourgeois ou aristocrates, un petit peu en difficulté en métropole et venant se refaire, si j'ose dire, une virginité loin de chez eux. Et puis beaucoup de petits blancs qui étaient des personnes qui soit avaient le goût de l'aventure, soit cherchaient aussi à échapper à des situations difficiles, soit sur le plan économique, soit sur le plan judiciaire, et qui s'engageaient pour des périodes de 36 mois, 3 ans. On les appelait les 36 mois. Et pourquoi 3 ans? Parce qu'on considérait que c'était le temps de travail qui était l'équivalent au voyage pour venir aux Antilles. C'était donc, si vous voulez, 3 années de travail permettaient de rembourser le voyage fait par les engagés pour venir aux Antilles. Et à ce moment-là, après 3 années de travail, on les libérait et ils s'adonnaient donc finalement à des activités. Mais c'était des conditions évidemment très dures. Certains même vont jusqu'à dire que la condition des engagés à l'époque était plus dure ou aussi dure que celle des esclaves. En quelques années, la colonie va grandir, au point qu'il n'y a plus de place pour les Caraïbes. Vient le temps de la guerre et des massacres. Les Amérindiens s'éteignent en quelques années. C'est un long cri qui retentit encore chez les écrivains antillais. Le cri amérindien qui résonne en nous, c'est d'abord celui de ces derniers guerriers caraïbes qui, dans toutes les îles, montent en haut d'un rocher et se suicident collectivement. C'est ce qu'on appelle le tombeau des Caraïbes. Dans toutes les îles, vous tombez, vous trouvez des tombeaux de Caraïbes. Les derniers Caraïbes, au lieu de se rendre et d'être mis en esclavage, et j'imagine le cri, nous imaginons le cri de ces gens lorsqu'ils tombent de ces rochers, parce que le suicide individuel, c'est une banalité, mais le suicide collectif, c'est quand même rare que tout un peuple décide de se suicider. Eh bien, les Caraïbes l'ont fait, et nous avons encore en nous l'écho de ce cri. Les Antilles du temps de Richelieu, ce sont d'immenses jungles, des marais fétides, les fièvres sont partout. Devenir colon, défriché, c'est aussi devoir affronter de terribles conditions de vie. Avec un siècle d'avance sur les Français, nos voisins espagnols sont déjà à la tête d'un immense empire. La réussite est totale et leur recette imparable. Ils ont su peupler leur colonie. Dans le cas de l'Espagne, ce qui me frappe le plus pour le début du XVIe, mais ça reste vrai tout au long du XVIIe, et ça c'est très particulier, je crois, au cas espagnol, il y a une volonté de partir. Et cette volonté touche des villages, des villes, où des pans entiers de la jeunesse s'en vont. Donc il y a une attente très forte de ce qu'apportera la migration. Donc 250 000 personnes pour le XVIe siècle, au moins 300 000 personnes pour le XVIIe siècle, au moins autant pour le XVIIIe, et les choses ne feront que gonfler encore au XIXe siècle même. Ce mécanisme n'existe pas dans le cas français. Alors bien sûr, la politique prime sur le mouvement social. Et par le biais des engagés, par le biais de contrats léonins, par le biais d'obligations faites aux prisonniers, on veut à tout craint peupler les territoires que l'on tient, parce qu'en réalité on ne les tient pas par la population. En 1664, Jean-Baptiste Colbert et son roi Louis XIV bouleversent le sort des colonies. Colbert est un super ministre qui sait administrer.
En Europe, le sucre procure richesse et puissance. Or, les Antilles sont devenues des îles à sucre. Désormais, le roi Soleil va dire « L'outre-mer, c'est moi ». La politique de Colbert, donc de Louis XIV, en matière maritime est un tout, est un ensemble, avec un certain nombre d'ordonnances qui montrent que tout a été pensé. Donc on a une ordonnance, la grande ordonnance sur les eaux et forêts, qui donc réserve les grandes futaies à la marine d'État. Donc les arbres sont réservés et deviennent des produits stratégiques en quelque sorte, puisqu'il faut environ 3000 chênes centenaires pour faire une coque de navire. Donc ça permet d'imaginer que sur le terrain, il faut des forêts entières qui passent dans des objets qui durent à peu près 20 ans et qui sont appelés à couler lorsqu'on fait la guerre navale. Donc pour la marine de Colbert, la marine de Louis XIV qui se met sur pied à ce moment-là, est une marine qui résulte d'un schéma de pensée très complet. 1664, Colbert crée la Compagnie des Indes orientales et occidentales françaises, une société commerciale à monopole. Elle a tout pouvoir sur le commerce maritime vers les Indes occidentales, c'est-à-dire vers les Amériques, les Antilles, et vers les Indes orientales, c'est-à-dire vers l'Asie. Cette première compagnie des Indes n'est pas une compagnie avec des négociants, mais c'est une compagnie qui est pratiquement à 75% à capitaux de l'État quand on globalise un petit peu le roi, la cour, le monde des offices. Elle est à 2/3 parisienne. Donc c'est une compagnie désertée par des négociants. Ce qui veut donc dire en quelque sorte que c'est l'État qui se retrouve être le porteur de cette première compagnie. Et ça se retrouve bien évidemment dans l'administration de la compagnie, dans le contrôle de la compagnie. En fait, le roi est le premier actionnaire. Les compagnies ont des droits très importants. Elles ont le droit de justice sur les terres qu'elles vont pouvoir conquérir, elles ont le droit de battre monnaie, elles ont le droit évidemment de signer des traités de commerce, mais aussi parfois des traités politiques, d'accord avec les suzerains locaux. Parce que le but de ces compagnies, c'est d'obtenir les monopoles de commerce pour avoir les meilleures conditions de commerce, c'est-à-dire acheter les marchandises au meilleur prix, imposer ces conditions de production aux producteurs locaux, que ce soit d'épices, mais aussi de textiles. On croirait que certains lieux ont un destin. C'est le cas de Port-Louis, une petite citadelle de Bretagne choisie par Colbert pour y établir le siège de sa super compagnie de commerce. Tout autour, une ville va sortir de terre, Lorient. Son nom rappelle que ce sont d'abord les Indes orientales qui intéressent le ministre de Louis XIV. Le commerce avec l'Asie. Toutes les personnes et toutes les marchandises sont passées par l'Orient. Et inversement, c'est la même chose. Tout ce qui revient d'Asie passe ici par l'Orient. De Chine arrivent les porcelaines, puisque l'Europe ignore le processus de fabrication de la porcelaine. Donc c'est ça qui fait le prestige des porcelaines de Chine. Arrive aussi de Chine le thé, qui va prendre une importance croissante tout au long du XVIIIe siècle. Arrivent différentes petites marchandises comme les papiers peints, les pétards, les paravents, les lacs, tout ce qui va permettre le commerce de luxe et de demi-luxe en France. La marchandise à laquelle on pense le moins, mais qui finalement a fait la richesse de la compagnie, c'est le textile indien. Les indiennes deviennent des robes, des caracous, des jupes, des brassières d'enfants, interviennent dans l'ameublement, bien entendu, des fauteuils, des dossiers, etc. Et l'Europe, tout à coup, s'enthousiasme d'une manière extraordinaire pour ce textile. C'est vraiment ce qu'on va appeler la folie de l'indienne, qui est quasiment immédiate. La folie de l'indienne, c'est aussi celle du luxe, et ce luxe ne s'arrête pas au textile. Il y a également du sucre. Désormais, on peut boire son café dans une porcelaine de Chine. On peut mettre le monde sur un plateau. C'est la première mondialisation, un nouveau type de société est né, une société dans laquelle l'individu et ses besoins sont au cœur du système.
Techniquement, cette mondialisation suppose des escales. Loin de l'Orient, sur la route mythique de l'Asie, une escale va bientôt devenir propriété de la Compagnie des Indes, l'île Bourbon, l'actuel département de la Réunion. Le rôle de la Compagnie des Indes dans le peuplement de l'île, dans le développement de l'île, est un rôle majeur, puisqu'il s'agira également d'avoir le monopole de tout ce qui va se faire dans les échanges entre la colonie qui est sa propriété et le reste du monde. Donc ce sont ces bateaux qui vont amener en Europe les productions caféières de l'île. Dans toutes les opérations qui concernent l'île, son choix est un choix qui a été déterminant. Le roi de France, Louis XIV, a, en 1664, donné toute autorité à la Compagnie des Indes orientales pour exploiter cette île en son nom. Et comme il s'agit d'une île où il n'y a pas de présence humaine, cette colonie doit d'abord être une colonie de peuplement. Et les premiers navires qui sont envoyés ici par la Compagnie française des Indes est en principe chargé de déposer des hommes et des femmes pour assurer l'avenir, je dirais, de cet espace. Plus d'hommes que de femmes d'ailleurs, et il faut le dire, les candidats ne sont pas nombreux à venir. Donc c'est très difficile pour la compagnie d'opérer des recrutements. Dans l'océan Indien, même problème qu'aux Antilles. Personne ne veut s'y installer. Pourtant, l'État a tout prévu, une compagnie toute puissante et la sacro-sainte économie de privilèges à la française. C'est pratique pour asseoir un monopole de commerce et éloigner tout risque de concurrence. Il n'y a pas de compétition, il y a une seule compagnie. Car une compétition entre plusieurs compagnies ruinerait. Elle n'aurait pas la capacité, en quelque sorte, de faire suffisamment de profit pour payer les charges de la gestion des territoires, le coût de ce qu'on appelait la mise hors, c'est-à-dire construction des bateaux, l'armement, les avitaillements, les piastres, etc. Donc il fallait qu'il n'y ait qu'une compagnie. C'était la condition sine qua non pour, en quelque sorte, rendre viables ces compagnies de commerce. Le commerce avec les colonies est intégré dans le commerce français. Donc les liaisons avec les Mascareignes, les liaisons avec les Antilles étaient donc dans le commerce intérieur et non pas dans le commerce international. C'était des territoires qui relevaient de l'exclusif. C'était des territoires qui relevaient en quelque sorte de la politique douanière. C'était des espaces protégés. Et je pense que le poids de cette histoire explique sans doute bien des choses aujourd'hui encore, bien entendu au XXe et puis au XXIe siècle. Mai 2009, la Guadeloupe s'enflamme. Bientôt, la colère gagne la Martinique. Dans leur immense majorité, les Antillais en ont assez. Du pot de yaourt au litre d'essence, tout est plus cher en Outre-mer qu'en France métropolitaine. L'histoire des Outre-mer, c'est celle d'un passé qui ne passe pas. Et à chaque fois, l'héritage de Colbert est montré du doigt. À 7000 km de Paris, cet héritage porte un nom. Commerce exclusif. Autrement dit, on ne fait des affaires qu'avec la métropole. Près de 90% de ce que nous consommons, 80-90%, vient d'Europe, vient de France, 90%. Donc l'exclusif colonial n'est pas décrété, l'exclusif colonial est vécu comme une réalité économique de dépendance. La conséquence, c'est que 80% de ce que nous consommons dans les hôtels sont importés et coûtent 30% plus cher que si on l'achetait localement, le produisait localement. Parce qu'importer, c'est mieux avec 3 conteneurs que d'aller mettre 10 hectares de terre agricole qui va coûter plus cher à la production. Donc on a un vrai système qu'il faut absolument démanteler. Je répète, démanteler. Si on ne fait pas ça, on ne donne aucune chance à la production locale. Aucune chance. En Guadeloupe,
Un collectif de syndicats se bat au quotidien contre les pratiques héritées du siècle de Louis XIV. Son but, l'indépendance de l'île. Nom de guerre, LKP. Collectif contre l'exploitation outrancière. Traduction créole, la profitation. Un mot boomerang qui est depuis revenu aux oreilles des médias du monde entier. Les gens sont de plus en plus informés. Les gens voyagent. Ils se rendent compte des prix des produits, par exemple en France. Et quand ils reviennent chez eux, ils regardent le différentiel qu'il y a. Et donc ils constatent ce qu'ils appellent une profitation. C'est-à-dire une tendance exagérée au profit. Il s'agit, toujours dans la même philosophie métropole-colonie, que la colonie puisse servir la métropole. Donc il y a quelques années, dans le cadre du commerce exclusif, servir la métropole, c'était fournir du sucre. Quelques années après, c'était fournir de la banane. Après, c'était servir de terre, entre guillemets, de tourisme. Et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de servir de base de consommation et de base de répartition des produits dans toute la Caraïbe. Retour au siècle du roi Soleil. Le sucre ne cesse de prendre de l'importance au point de supplanter la culture du tabac et celle du café. Les petits planteurs de canne laissent place à des exploitations plus grandes, les habitations en jargon colonial. Le sucre, voilà la nouvelle poule aux œufs d'or des négociants, voilà le produit qui va dessiner le nouveau visage du commerce maritime. Les îles à sucre vont devenir un enjeu considérable entre les pays européens dès la fin du XVIIe et surtout XVIIIe, et certains ont pu dire que l'or blanc avait pris une importance sur l'échiquier international pratiquement aussi importante que le pétrole au XXe siècle. La canne à sucre ruine la terre comme elle ruine les hommes. Au XVIIe siècle, les travailleurs français, les fameux 36 mois, ne suffisent plus pour faire face à la production toujours croissante de sucre. Lentement, le roseau qui adoucit la vie des nantis de métropole dévore les hommes. Il est clair que le développement de la consommation de thé et de café implique le développement de la consommation du sucre, qui va donc entraîner la mise en place du système de plantation esclavagiste, qui, bien évidemment, va à ce moment-là développer le commerce de traite, et donc, en fait, la collecte de ces captifs en Afrique, qui sont transportés donc par des navires négriers vers les Antilles. La France fait du commerce négrier comme tous les pays, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Angleterre, comme la Flandre, comme le Danemark, comme les Pays-Bas. Des Suédois ont fait la traite, des Russes ont fait la traite, les Allemands, port de Hambourg, de Brême. Donc vraiment c'est un commerce international. Même la Suisse. La Suisse a été extrêmement impliquée dans la traite et financièrement. Voilà, des banquiers suisses ont investi dans la traite. La traite, c'est le trafic des esclaves. Donc ce sont des navires qui partent des ports européens, chargés d'armes, de textiles, d'alcool, de produits manufacturés, qui échangent ces produits contre des captifs africains, et ensuite ces captifs africains sont revendus dans les colonies, plus souvent d'ailleurs échangés contre du sucre, du café, de l'indigo, qui sont ensuite réexportés en Europe. La traite française est autorisée en 1642 et des expéditions négrières sont attestées déjà depuis 1440. Donc il y a déjà 2 siècles d'histoire négrière auparavant. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'avec l'arrivée des Français, des Hollandais et des Anglais dans la traite négrière va connaître une expansion très rapide. Le volume et le nombre d'esclaves qui vont être transportés va être beaucoup plus important à partir de
1675 va être beaucoup plus important que ce qui se faisait auparavant. Une expédition négrière, ça dure 1 an. Donc ça mobilise beaucoup plus de monde. Ça mobilise un équipage de 40 hommes. Ça mobilise une cargaison beaucoup plus importante. L'armateur à lui tout seul n'a pas cet argent. Donc il va imprimer un prospectus, qu'on appelle un devis d'armement, qu'il va distribuer autour de lui, dans sa ville. Mais un armateur nantais, il peut demander de l'argent à Bordeaux, il peut demander à Lorient, au Havre, il peut demander à Marseille, il peut en demander beaucoup à Paris. Et donc il essaie de récolter de l'argent. Et donc l'argent qui va le recevoir, il va le redistribuer après si l'expédition a fait des bénéfices. Le navire abordait la côte. Des pilotes africains venaient à bord du navire pour faire franchir la barre africaine au navire. Le navire remontait des rivières à l'intérieur de la côte d'Afrique et le capitaine prenait contact avec le roi. La traite ne pouvait se faire qu'avec l'accord, l'autorisation, la permission, évidemment, de ces États africains. Il y avait des tractations, des palabres qui étaient faites entre le roi et le capitaine. Ça durait 4-5 jours, etc. Le capitaine donnait des présents, donnait des cadeaux au roi pour lui faire ouvrir la traite. Et au bout de 4-5 jours, le roi décidait, la traite est ouverte. Et là, pendant 1 mois, tous les jours, il y a des courtiers qui amenaient des esclaves. Et contre chaque esclave, on donnait une certaine quantité de marchandises. Ce que les capitaines veulent, ce sont des hommes. Ces hommes, on veut qu'ils soient jeunes. Ce qu'on appelle une pièce un homme de 20 ans, c'est vraiment le captif idéal. Pourquoi? Parce que arriver aux Antilles, ça va être une force de travail immédiatement exploitable. Un enfant, un négrillon, une négrite, ça intéresse beaucoup moins parce que c'est pas une force de travail. Mais les rois ou les courtiers les vendent. Voilà, là je vous vends 2 hommes de 20 ans. Je vous les vends si vous prenez en même temps 2 négrillons. Donc il y a des tractations. Les femmes, c'est pareil, elles ont une moindre valeur que les hommes. Les Noirs sont parqués dans ce qu'on appelle le parc à nègres. Le parc à nègres, c'est l'entrepont. Dans un navire, au-dessus, il y a le pont courant, là où l'équipage manœuvre. Dans le bas du bateau, évidemment, il y a la cale à eau, où on mettait des centaines de barils d'eau, les soutes à vivre, voilà, qui prenaient beaucoup de place, et entre les soutes, la cale et le pont courant, il y a l'entrepont. L'entrepont, c'est la partie médiane qui fait environ 1,50 m de hauteur. Et cette partie médiane était divisée en 2 la plupart du temps par un plancher qu'on appelle un échafaud. Ce qui fait que les Noirs ne pouvaient pas se relever. Ils étaient allongés ou assis, ils ne pouvaient pas se redresser. Et les Noirs étaient vraiment parqués avec 300 Noirs à bord. Ça fait environ 2 Noirs par mètre cube. On oublie toujours quelque chose dans le trafic négrier, c'est assez sinistre de parler de cette façon-là, mais c'est la réalité. Les marchands négriers, les négociants négriers sont des marchands, ça veut dire qu'ils ont dans les mains, certes, une cargaison humaine, mais pour eux, c'est une cargaison rentable. Donc ils ont tout intérêt à faire extrêmement attention à la qualité de leur cargaison, entre guillemets, pour arriver dans les ports des colonies, à les vendre au meilleur prix. Le commerce des hommes noirs a donné à la France la puissance qu'elle a longtemps cherchée. Sans le sucre, sans la traite, les Antilles ne seraient que des cailloux perdus dans la mer des Caraïbes. Tous les ports français ont saigné l'Afrique, à commencer par Nantes, celui de tous les records. Nantes est le premier port national avec un total de 1800 expéditions du XVIIe siècle vers les années 1830. Ensuite, près égalité,
Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, et en fait on peut dire que quasiment tous les ports français, à un moment donné, à un autre de leur histoire, ont été des ports négriers. Certains ont été des tout petits ports négriers, ce qu'on appelle les gaines petits de la traite, comme Vannes, mais il y a très peu de ports qui ont échappé à ce commerce. À la Martinique, en 1815, un esclave est acheté par les colons martiniquais 2500 francs. Voilà. Alors il faut donner un ordre de comparaison. Un matelot sur un bateau négrier, il est payé au moins 40 francs. Un capitaine, il est payé 150 francs, 200 francs. Donc vous voyez, 2500 francs, c'est 12 ou 13 fois le prix, le salaire mensuel d'un capitaine. Donc c'est quand même une somme. Ce qui fait que les colons aux Antilles n'achetaient jamais les esclaves au comptant. Ils achetaient une partie au comptant, une partie à crédit, une partie en argent, une partie en denrées, et quelquefois, souvent, c'était des très mauvais payeurs, ce qu'on appelle les queues de retour. Il fallait attendre de nombreuses années pour que les armateurs récupèrent la totalité de leur argent. J'ai fait à peu près cette estimation donc de 2 millions d'esclaves introduits et de 2 millions qui sont nés sur place. Voilà, donc 4 millions d'êtres humains auront connu l'esclavage en raison du fait colonial français. Au milieu du XVIIIe siècle, la traite des Africains atteint son apogée. Les Antilles ont enrichi le royaume, mais la France n'est toujours pas la grande puissance coloniale dont rêvait Louis XIV. À la course aux Outre-mer, les Hollandais et surtout les Anglais affichent de meilleurs résultats. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Il reste le Pacifique, l'immense mer après le Cap Horn, après l'Amérique, l'infini de l'océan. Le problème du Pacifique, c'est qu'il fait 20 000 km de large et 14 000 km en allant du pôle Nord au pôle Sud. Et il a la particularité de ne contenir aucune grande terre, mais des myriades et des myriades d'îles qui sont impossibles à repérer et à retrouver tant qu'on ne saura pas calculer la longitude de façon certaine. On a des instruments qui commence par l'arbalète. Bon, l'astrolabe nautique est déjà périmé. L'arbalète, c'est une espèce de... c'est le bâton de Jacob. Hein. Si on mesure les astres comme ça, c'est vraiment un gros du pifomètre un peu amélioré. Donc on commence à naviguer de façon assez précise avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire on a la latitude qui va faire des progrès considérables au début du XVIIIe siècle avec l'invention de l'octant, qui est beaucoup plus précis que tout le reste, avec des meilleures tables astronomiques. Donc les cartes gagnent en précision, mais il manque toujours la longitude. La longitude fait qu'il peut y avoir, entre les cartes françaises, hollandaises et anglaises de l'océan Indien, une différence de 8 jours de mer. Pour voyager loin, il faut avoir la tête dans les étoiles. L'astronomie est la principale alliée du colonisateur. Pour une fois, dans ce domaine, tous les concurrents sont logés à la même enseigne, et tous regardent vers la science. Le salut ne peut venir que des mathématiques et de la physique. Deux domaines essentiels pour l'avancée des sciences et la réflexion justement des savants à l'époque moderne par rapport au domaine maritime, le calcul de la longitude, qui est difficile, donc des grands prix qui sont lancés à la fois par la Royal Society et puis par l'Académie royale des sciences aussi à Paris, et puis aussi la réflexion, alors particulièrement en France, sur donc une théorie de la construction navale, avec des savants et des prix aussi qui sont mis au concours au cours du XVIIIe siècle
pour donc résoudre cette question finalement de la théorie, de telle manière qu'on puisse construire le meilleur vaisseau possible. Le roi Louis XVI lui-même est un passionné de science. Nous sommes à l'époque des Lumières et d'une encyclopédie. Le monarque a bien compris l'importance des explorations lointaines. D'une main, il apporte sa pierre à l'édification de la science. De l'autre, il ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles colonies. Très vite, il se dote d'une marine moderne, comme au temps de Colbert. À cette époque, un nom retentit dans tous les salons où l'on cause de l'outre-mer. James Cook, Cook l'anglais. Celui dont on suit les grandes découvertes comme un feuilleton que l'on veut imiter. James Cook fait ses 3 voyages dans les années, fin des années 1760 jusqu'en 1779, donc au cours du 3e voyage, et qui s'interrompt dramatiquement pour lui puisqu'il est tué aux îles Hawaï. Et après ces grands voyages de Cook qui sont révérés aussi bien en Angleterre qu'en France comme de très grands voyages d'exploration scientifique, où non seulement on cherche bien entendu à trouver des terres où on pourrait éventuellement s'installer, qu'on pourrait éventuellement coloniser, on prend aussi dans l'esprit du siècle des Lumières connaissance de la richesse du monde. On est dans l'accumulation de la connaissance, le recensement du monde en autochtones, en autres habitants de la planète, on ne connaît pas très bien les us et coutumes et qu'on tente de décrire, connaissance des animaux, de la faune, de la flore, et on ramène des herbiers, on ramène même des Tahitiens. L'œuvre de Cook va rester inachevée. Louis XVI décide alors de suivre sa trace. Il lance sur mer 2 bateaux, la boussole et l'astrolabe. Aux commandes un marin hors pair, la Pérouse. Quand on voit le programme du voyage de la Pérouse, c'est très exactement les régions côtières, c'est-à-dire tout l'ouest des États-Unis sur la côte Pacifique, c'est la côte de Chine et de Tartarie, et c'est l'Australie qui était encore en grande partie inconnue. Ils ont pour mission, outre le fait de reconnaître des territoires qui seront dans le Pacifique de futures colonies, hein. Il y a tout un volet économique. Il ne s'agit pas simplement d'aller observer les oiseaux ou les poissons. Il s'agit aussi de repérer certaines potentialités des territoires pour un futur commerce. La présence française dans le Pacifique, elle commence là. Malheureusement, la Pérouse n'accomplira pas la totalité de son périple non plus, puisque, on le sait maintenant, ces 2 navires ont échoué sur la barrière de corail dans l'archipel de Vanikoro. 21 janvier 1793. Louis XVI est guillotiné place de la Concorde, sous les fenêtres du ministre de la Marine et des Colonies. C'est l'époque où la France perd tout prestige colonial. Après la Révolution, les défaites de Napoléon sonnent le glas de la Grande Marine. Dans les années 1820, la situation est désespérée. La marine française est en état pitoyable. À la Chambre, il faut sans cesse plaider et justifier pour avoir un budget, des crédits, et pour dire effectivement qu'elle sert à quelque chose. Alors, s'il y a bien un domaine sur lequel elle pouvait être utile, c'est le domaine colonial. Depuis la Révolution, la marine s'est installée à Paris, à 2 pas de la place de la Concorde et du Palais Bourbon, au cœur du pouvoir. C'est dans ce temple doré façon Versailles que fut administrée l'outre-mer pendant plus de 2 siècles. Cette première pièce s'appelle aujourd'hui le Salon des Amiraux, puisque la tradition voulait que les amiraux aient une pièce réservée pour eux. Et d'ailleurs, vous avez au mur
4 peintures de grands marins. Vous avez Duquesne, Jean Bart, Tourville et Duguay-Trouin. Déjà sous l'Ancien Régime, quand le ministère de la Marine s'installe ici, il avait aussi la responsabilité des colonies. Et c'est donc un ministère extrêmement important et qui va se développer tout au long du XIXe siècle, puisque c'est tout au long de ce XIXe siècle que la France va reconstruire un empire très important avec toutes les expéditions coloniales qu'elle a lancées pendant cette période. Au milieu du XIXe siècle, la France renoue avec le rêve de grandeur si cher à Louis XIV. Le mot-clé, c'est toujours la puissance. Les Anglais sont désormais sur tous les continents. Mais il reste des places à prendre en Orient et en Afrique. Les marins ont donc besoin d'escales sûres. Mayotte, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie entrent dans cette logique en termes de stratégie. On appelle cela des points d'appui. Ce sont les marins qui ont dit maintenant ça suffit, et qui ont dit maintenant nous on a besoin de points d'appui, on va le faire, et qui ont pratiquement fait ces points d'appui contre l'avis des politiques, et même en donnant des sueurs froides au ministre des Affaires étrangères. Lorsque nos amiraux dans le Pacifique ont pris possession, ont imposé des protectorats, ça a fait frémir dans les chaumières en France. On s'est demandé ce que faisaient ces marins. C'était vraiment eux qui ont imposé à des politiques qui ne voulaient pas. Il y a des citations impressionnantes où on a des parlementaires disant on n'a rien à faire au-delà du Cap de Bonne-Espérance. Tahiti, ça peut servir à rien, ça ne servira jamais à rien. L'histoire finira par contredire les réticences des ministres. Mai 2006, la Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang. Le nickel, l'or vert, dresse les Kanaks contre les manias de l'industrie. Une fois encore, le passé de l'outre-mer ne passe pas. Oui, mais c'est pas... Vous n'êtes pas obligé de tirer avec des balles réelles. Pourquoi vous voulez le tuer? Tu voulais le tuer aussi. Hein? Tu voulais le tuer aussi en passant dessus. Vous voulez avec M. Gomez. Image violente, image presque banale des dernières possessions françaises. Un Kanak qui refuse que le nickel impose sa loi sur sa terre, et un gendarme venu de métropole pour faire régner l'ordre. L'île est aujourd'hui le 4e producteur mondial de nickel. Pourtant, comme aux Antilles, à Tahiti ou à La Réunion, la vie est 2 fois plus chère ici qu'en métropole. Pour les plus pauvres, la situation est devenue intenable. Comprendre le destin de la Nouvelle-Calédonie, c'est comprendre les mécanismes qui ont mené la marine à s'en emparer en 1853. Une fois encore, il faut remonter au temps de Colbert, au temps où cette marine devient un ministère qui va gérer un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Encore une fois, c'est Colbert. Colbert qui réunit entre ses mains les finances, donc le contrôle général, le secrétariat d'État à la marine, le commerce. Il y a quelque chose de cohérent entre le fait de forger un outil naval qu'il a très bien vendu, entre guillemets, à Louis XIV, en lui disant c'est aussi une manière de manifester votre puissance, vous, le roi. Et on voit d'ailleurs les premiers navires sont extrêmement décorés, avec des poupes très surchargées. La marine était une puissance, enfin, quelque chose d'emblématique de la puissance du roi. Avec Colbert est apparue une confusion des genres. Les finances de l'État soutiennent l'investissement privé. Une pratique qui n'aura de cesse de se renforcer. En Outre-mer, c'est même devenu un principe qui repose sur une règle d'or. Dette publique, profit privé. Au XIXe siècle, tous les chantiers privés ont eu des commandes de l'État et que la commande de l'État était un moyen de soutenir la construction navale privée en Gironde, dans l'estuaire de la Loire ou dans l'estuaire de la Seine. Il y a toujours eu ce lien très particulier. Les grandes compagnies de paquebots, il faut savoir que les paquebots au début c'était les paquet boats, c'est-à-dire pour transporter la correspondance de l'État. Et que ces paquebots étaient susceptibles en temps de guerre de transporter les troupes. Il y a toujours eu des capitaux de l'État.
Et quand ces compagnies se sont retrouvées en difficulté dans l'entre-deux-guerres, on est passé à une prise de participation lourde de l'État, jusqu'au moment où on est allé jusqu'à la nationalisation carrément de ces compagnies. En Outre-mer, les investissements ont porté très tôt sur ce qui rapportait le plus, le sucre. Si la culture de la canne à sucre reste souvent synonyme d'esclavage et de traite, elle fut aussi une industrie dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, comme ici à La Réunion. Il y a eu 300 usines qui ont été construites dans l'île. On n'a plus les vestiges que de 150 d'entre elles. Il y en a 150 qui sont encore cachées, enfouies, qui dorment ici et là, dans les champs, sous les herbes, parfois sous les villes. Dans un premier temps, les quelques premières années, l'industrie sucrière va piétiner jusque vers 1817 à peu près, parce qu'on imite les technologies archaïques des Antilles. Les industriels doivent inventer ici des solutions originales et en particulier, eh bien, tout de suite, dès 1817, ils se convertissent à la vapeur, ils importent des machines à vapeur de France pour faire marcher, et d'Angleterre surtout, pour faire marcher les moulins et également les autres machines de l'usine. Et désormais, l'industrie sucrière réunionnaise va être une industrie de haute technologie jusque dans les années 1860. Ça va être l'industrie sucrière la plus perfectionnée, la plus moderne du monde. Au tournant des années 60, une crise secoue le vieux monde du sucre. La mécanisation jette des milliers de chômeurs sur les routes. En désespoir de cause, certains viennent tenter leur chance en métropole avec des allées simples offertes par l'État. Pendant ce temps, d'énormes sucreries voient le jour. Fini le temps des petites fabriques au charme suranné. La Martinique était un pays productif. Je rappelle qu'il y avait près de 200 km de voies ferrées en Martinique pour transporter la canne à sucre. C'est pas rien, c'est pas 20 km. 200 km de voies ferrées qui, à travers toute la Martinique, transportaient la canne à sucre. Là où il y a un supermarché aujourd'hui, vous allez derrière le supermarché ou à côté, vous voyez les ruines de l'ancienne usine à sucre. C'est le cas au Marin, c'est le cas au François, c'est le cas dans pas mal de communes. Et ce changement pour moi est emblématique. Quand j'étais enfant, dans les années 50, à l'entrée de chaque commune, il y avait ces usines à sucre qui fonctionnaient. Qui dit usine à sucre dit quoi? Des mécaniciens, des cuiseurs, des électriciens, des chaudronniers. La canne demande toute une technologie. Une fois qu'on l'a récoltée, il faut bien la transformer. Il faut des chimistes pour faire leur rhum, etc. Donc il y avait quand même une série de professions très techniques, très sophistiquées, et qui existaient dans notre pays. Les anciennes îles à sucre ont changé de visage, mais elles restent des régions riches. Des régions où la plupart des produits que l'on trouve sur les rayons des supermarchés proviennent de métropoles. L'exclusif de Colbert règne encore à travers la grande distribution. Et l'outre-mer n'a pas fini d'aiguiser les appétits. Après l'aventure du sucre, vient sans doute celle de la mer, l'Eldorado du XXIe siècle. 97% des surfaces maritimes françaises se trouvent dans les pays et régions d'outre-mer. Vous avez entendu? Si c'est 97%, ça veut dire que ce qui reste, c'est 3%. Donc il y a un positionnement géopolitique de la France qui est deuxième ou troisième puissance mondiale maritime grâce à ces pays-là. C'est un positionnement géopolitique majeur de domination, de présence internationale, de capacité de dialoguer et surtout de positionnement d'une richesse valorisante de biodiversité marine et sous-marine exceptionnelle. Parce que pour l'instant, on ne connaît que 1% de la richesse sous-marine. C'est bien l'outre-mer qui fait la richesse de la France. Et c'est une richesse qui est de plus en plus réelle. C'est-à-dire qu'au-delà des clichés qui sont que l'outre-mer, c'est le pays du soleil, c'est le pays du tourisme, c'est le pays de la culture, c'est tout ça bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'avenir de la France, au sens où outre-mer, on trouve du pétrole, on trouve des minerais précieux, on va trouver demain des nouvelles molécules dans les atolls, on va trouver demain de nouvelles richesses dont on n'a pas forcément l'idée aujourd'hui.
Si la France est comme aujourd'hui une grande moyenne puissance qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui veut avoir son mot à dire sur les grands débats de ce siècle, à ce moment-là, il faut qu'elle ait les moyens de ses ambitions. Et au premier rang des moyens de ses ambitions figure l'existence d'une puissance navale et d'une puissance maritime. En 2005, l'État décide de vendre l'ancien ministère de la Marine. Triste épilogue. Tout le prestige de la colonisation fourgué à de richissimes boutiquiers. C'était sans compter sur les gardiens du temple colonial, les descendants des grands marins qui ont écrit l'histoire de l'outre-mer. Le pavillon national qui flotte au-dessus de cet immeuble flotte au-dessus d'un navire amiral à partir duquel la France a conquis des espaces considérables à travers le monde. C'est vraiment un symbole de la puissance et du pouvoir public. Et l'idée que ce symbole puisse disparaître en tant que symbole a quelque chose qui n'était pas admissible. L'hôtel de la Marine restera propriété de l'État français. Plus question de le vendre. L'aventure commencée avec une poignée d'hommes se termine avec un territoire de 11 millions de kilomètres carrés. Elle s'est écrite avec le sang des esclaves et des Amérindiens, des millions de vies sacrifiées, le péché de gourmandise des uns et le goût du profit des autres. Le sucre efface toujours l'amertume du café, mais pas les traces de l'histoire. Vous en reprendrez bien encore un peu.